Salut, c'est Alain. Le Moyen-Âge, c'était il y a longtemps. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Ouais, mais longtemps, ça veut dire quoi exactement? La notion d'heure, de jour, année, siècle? Aujourd'hui, avec une bonne montre à quartz, c'est facile. Mais vous imaginez un chevalier dire à sa dame rendez-vous à 3h moins le quart, hein? Alors, durant les 1000 ans qu'ont duré le Moyen-Âge, comment mesurait-on donc le temps? Depuis l'aube de l'humanité, depuis que le singe est descendu de l'arbre en quelque sorte, l'homme cherche à comprendre le temps, à se repérer dans son écoulement, voire à le domestiquer. Dans les sociétés agricoles, évidemment, il est primordial de le gérer au mieux si on ne veut pas mourir de faim. Se positionner dans le temps qui passe, connaître les saisons donc, est le moyen de savoir quand semer ou récolter les fruits, quand le gibier est de passage, et ce depuis toujours. La rotation de la Terre est donc pendant très longtemps, jusqu'à l'invention de l'horloge atomique après la Seconde Guerre mondiale, l'étalon, la référence du temps qui passe. Aujourd'hui, on a constaté que cette rotation n'était pas si régulière que ça, et on se réfère donc à la résonance d'atomes de césium interagissant avec une onde électromagnétique appropriée, dans des fontaines à atomes froids. Oui, bon, d'accord, passons. À quoi cela sert-il donc vraiment de savoir l'heure qu'il est? Eh bien, pour être franc, pour la plupart des gens pendant le Moyen-Âge, à pas grand-chose. Enfin, c'est un peu compliqué. Je passe vite sur le décompte des années qui sert plus ou moins bien depuis les Grecs, dans tout ce qui est administratif, et sur les saisons importantes depuis que l'homme a inventé l'agriculture. Et même avant, dans la mesure où les migrations des nomades préhistoriques étaient évidemment liées à la présence de gibier, liées elles-mêmes aux saisons. Au Moyen-Âge, il est évidemment important de suivre les temps de la nature si on ne veut pas mourir de faim. Ça, c'est assez facile à comprendre. Mais le découpage des journées en heures, ça vient d'où? Le mot heure lui-même, d'ailleurs, ne veut pas dire une période de 60 minutes, 3600 secondes, telles qu'on les conçoit aujourd'hui. Initialement, hora, en latin, signifie une période de temps. Ça peut être un 12e de la journée, tout autant qu'une semaine ou une saison. Les Grecs et les Romains, pourtant, vont adopter l'heure babylonienne, c'est-à-dire le découpage d'une journée, c'est-à-dire entre le lever et le coucher du soleil, en 12 parties égales. Et ça, c'est Hérodote, au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui nous le dit. Accessoirement, les Babyloniens comptaient en base 60. Ouais, ça paraît bizarre, mais 60, c'est bien. C'est divisible par plein de trucs, on peut même compter sur ses doigts, en comptant avec le pouce les 12 phalanges des grands doigts de la main. Et puis, le mois lunaire dure environ 30 jours, la moitié de 60, c'est pratique. Et du coup, l'année de 12 mois lunaires fait 360 jours. Génial, non? Tout tourne autour des multiples et fractions de 60. Pour compenser les jours manquants entre l'année solaire et l'année lunaire, pas de problème, il suffit d'ajouter 30 jours tous les 6 ans. Et ça ne sert pas qu'à mesurer le temps qui passe. Les angles aussi, sur le cercle trigonométrique, qui fait 360 degrés. Du coup, il est facile de comprendre pourquoi les heures durent 60 minutes, qui font elles-mêmes 60 secondes. Tout ça, c'est à cause des Babyloniens et des Chaldéens, il y a quelque chose comme 4000 ou 5000 ans. Bon. Ceci dit, vous n'êtes pas sans avoir remarqué que les jours de l'année, si on se réfère à l'intervalle entre le lever et le coucher du soleil, ils ne durent pas tous le même temps. Et en plus, ça varie selon la latitude, évidemment. À Rome ou à Cologne, la durée du jour d'une même journée n'est pas la même. Vous me suivez? En raison de l'inclinaison de la Terre, plus on se rapproche de l'équateur, plus la durée du jour se rapproche de celle de la nuit. Et dans l'hémisphère nord, plus on va vers le nord, justement, plus l'écart devient important. Du coup, à Strasbourg, par exemple, une heure antique varie entre 40 et 80 minutes modernes. Tandis qu'à Édimbourg, elle durera de 30 à 90 minutes. Pour 53 à 67 minutes à Boussainbel ou à Souan.
incompatible avec notre précision moderne. Mais ça ne pose pas vraiment de problème jusqu'au XIVe siècle environ. Bon, je reviens au Moyen-Âge, et j'arrête de vous embêter avec des notions abstraites. Au départ, ces heures, de toute façon, ne sont réellement utilisées que par les savants, astronomes essentiellement, pour leurs observations du ciel, les philosophes parfois, et bien sûr les religieux. La Bible, d'ailleurs, dans l'évangile de saint Matthieu, fait référence aux ouvriers de la 11e heure, ceux qui ne sont embauchés qu'en toute fin de journée et qui ne travaillent qu'une seule heure. Ça montre bien que ce découpage est vraiment ancien. Toujours est-il qu'il est aussi mentionné dans le psaume 168 toute une série de préceptes à suivre pour qui veut marcher dans les pas de Dieu. Je ne vous le récite pas, je ne suis pas sûr que ça vous passionne. Mais saint Benoît de Nursie, lui, quand il va rédiger sa règle monastique au VIe siècle, va bien s'en inspirer, en particulier pour organiser la prière des moines. Nous ferons comme l'a dit le prophète, « 7 fois le jour j'ai chanté tes louanges ». Nous remplirons ce nombre sacré de 7, si nous nous acquittons des devoirs de notre service à laude, prime, tierce, sexte, none, vêpres et complis. Car c'est de ces heures du jour que le prophète a dit « 7 fois le jour, j'ai chanté tes louanges ». Tandis que, au sujet de l'office de la nuit, il s'exprime ainsi « Je me levais au milieu de la nuit pour te louer ». Louons donc notre Créateur des jugements de sa justice, en ces heures-là, à savoir laude, prime, tierce, sexte, none, vêpres, complis. Et la nuit, levons-nous pour lui offrir nos louanges. Les monastères actuels suivent encore, pour la plupart, la règle de saint Benoît et participent à ses offices. Vigile, entre minuit et le lever du jour. On les appelle aussi matines, vous savez, celles que doit sonner frère Jacques. Laude, à l'aube. Prime, après le lever du soleil, 1 heure après, normalement, comme son nom l'indique. Tierce, avant midi, normalement 3 heures après le lever du soleil. Sexte, à la 6e heure, donc, vers midi. None, la 9e heure, dans l'après-midi. Vêpres, avant le coucher du soleil. Et complis, après le coucher du soleil. Ces offices, normalement, devaient être suivis par tous les moines, mais aussi de préférence le plus grand nombre, tous ceux qui veulent être de bons chrétiens, d'où la présence de ces fameux livres d'heures utilisés par les rois et les princes et dont il nous est resté de magnifiques exemplaires enluminés. Et comme personne n'a de montre, il faut bien prévenir les moines et les autres que c'est l'heure. Alors on sonne les cloches, ce qui permet à tout le monde de suivre le temps qui passe, en ville comme à la campagne. Alors oui, mais non. Ça, c'est surtout plus tard, au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, et après, quand les cloches commencent à se répandre. Parce qu'au Moyen-Âge, il n'y a pas de cloche partout, loin de là. Une belle cloche en bronze qui sonne fort et s'entend des lieues à la ronde, ça coûte horriblement cher et on n'en trouve ni dans chaque église de campagne, ni même dans chaque prieuré ou monastère isolé. Alors on s'en passe, ou on utilise un carillon, moins sonore et moins cher, qui permet de diffuser plusieurs mélodies selon le type d'appel et qui suffit pour appeler les moines. On a aussi voulu voir dans la règle de saint Benoît la première organisation quasiment capitaliste du temps de travail, bien réglée, stricte, contraignante même. Alors qu'en fait au Moyen-Âge, l'horaire n'a rien de strict. Je veux dire qu'à un endroit ou à un autre, on s'accommode des contraintes du lieu et que les offices peuvent se passer à des horaires très différents. Tiens, c'est par exemple comme ça, pour faciliter le temps de travail et ne pas l'interrompre à tout bout de champ, c'est le cas de le dire, que none, l'office de l'après-midi, s'est de plus en plus rapproché de sexte jusqu'à se placer à midi. None, midi, ça ne vous dit rien? Bah oui, noon, midi en anglais, ça vient bien de là. Ces temps liturgiques vont donc bel et bien rythmer la vie de tout un chacun jusqu'à pénétrer le vocabulaire et les habitudes civiles. Le temps de l'Église, comme dit Jacques Le Goff, va laisser la place au temps des marchands. Et là,
on va reparler de capitalisme, forcément, et de philosophie un peu aussi, désolé. Pour l'Église, le temps n'appartient qu'à Dieu. Il est question d'éternité, qui est le propre de Dieu, et de fin du monde terrestre, d'Apocalypse, qui est datable et très concrètement humaine, même si on ne sait pas quand ça se passera. À partir de là, le temps de la société tout entière est orienté vers les temps donnés par Dieu. Et quant au XIIe siècle, Othon de Freising, l'un des grands théoriciens de l'histoire de l'époque médiévale, et accessoirement oncle de Frédéric Barberousse, parle de ces chroniques. Il écrit à partir de ce temps-là, c'est-à-dire depuis l'édit de Constantin en 313 qui autorise la religion chrétienne, étant donné que non seulement tous les hommes, mais même les empereurs, à quelques exceptions près, furent catholiques, il me semble que j'ai écrit l'histoire non de deux cités, mais pour ainsi dire d'une seule, que je nomme l'Église. Et l'Église rejette le temps des marchands, qui l'utilisent pour le profit, que ce soit dans les prêts à intérêt, la spéculation sur les denrées, les délais de livraison qui font et défont les bénéfices. Mais cette même prise de conscience d'Othon marque bien un changement progressif de conscience et d'utilisation du temps par les princes et les cités, dans un but politique et administratif, déjà, mais aussi quand la technologie le permettra à partir du XIVe siècle, pour définir un temps universel où l'heure est partout la même et où, dans un but professionnel, horaire et durée sont harmonisés. Quand, en 1355, le gouverneur royal d'Artois autorise les gens d'Aire-sur-la-Lys à construire un beffroi dont les cloches sonneront les heures des transactions commerciales et du travail des ouvriers drapiers, c'est bien la démonstration d'un temps unique pour tous et d'une harmonisation de la vie sociale sur le même horaire. Certains verront dans cette horloge communale un instrument de domination économique, sociale et politique des marchands qui régentent la commune. Les débuts de l'organisation du travail, annonce lointaine du taylorisme, du capitalisme et de la lutte des classes. Le temps se laïcise. Bien sûr, une telle révolution ne se fera pas sans heurts, mais on va en reparler. Bon, mais tout ceci ne nous dit toujours pas quelle heure il est en fait. Comment savoir? En écoutant les cloches, quand elles existent. Oui, ok. Mais frère Jacques, comment sait-il que c'est l'heure, lui? Vous m'étonnez qu'il continue de dormir sans réveil matin. Au début, dans les premiers temps, je veux dire bien avant le Moyen-Âge, on utilise un gnomon. Qu'est-ce que un simple bout de bois planté dans le sol et dont on observe la course de l'ombre. Basique mais efficace. Un cadran solaire, quoi. Enfin, pas tout à fait, parce que vous avez sûrement remarqué que sur un cadran solaire, la tige, ça s'appelle le style, est inclinée. Et ce n'est pas pour faire joli, mais pour compenser la latitude de l'endroit où on se trouve et avoir une ombre régulière. Plus sophistiqué que vous ne le pensiez, hein? Et du coup, facile à fabriquer et à utiliser, le cadran solaire va se répandre partout et rester en usage très très longtemps, largement après l'invention de l'horloge, qu'il servait à régler. Les cadrans firent même l'objet d'une science, la gnomonique, une branche de l'astronomie qui connut son apogée au XVIIIe siècle, et d'un art exercé par les cadraniers, à la fois artistes et possédant un minimum de connaissances telles que la cosmographie ou la trigonométrie, comme demandé notamment dans certains traités arabes. Enfin, on ne va pas se mentir, il y a une très grande différence au Moyen-Âge entre le monde islamique, dont les prières sont directement liées à la course du soleil et nécessitent des mesures très précises, et l'Occident qui se contente de cadrans très simples jusqu'au XIVe siècle, quand ils deviennent les talons de réglage des horloges mécaniques. Mais ce qui est génial avec les cadrans solaires, c'est qu'on en trouve même de portatifs, comme ces cadrans de berger, constitués d'un cylindre d'une dizaine de centimètres de hauteur, sur lequel figurent des courbes horaires, variables selon les saisons et dépendant de la latitude évidemment, et d'une lame métallique rétractable faisant office de gnomon ou de style. Pour lire l'heure, il faut d'abord faire tourner la lame sur le dessus du cylindre, de façon qu'elle soit placée en face de la date du jour, puis tenir le cylindre bien verticalement
et enfin orienter le cylindre vers le soleil, de façon que l'ombre de la lame soit verticale, et donc aussi mince que possible. Bon, là, il n'y a pas de soleil. L'extrémité de l'ombre de la lame, sur le cylindre, se trouve alors sur une courbe solaire, correspondant à l'heure solaire du moment, celle-ci permettant, après correction, d'obtenir l'heure légale officielle. Simplissime, non? L'ancêtre de la montre, quoi. Ah, j'espère que vous me pardonnerez de ne pas vous parler des bagues solaires qu'on voit souvent sur les fêtes médiévales. Mais elles ont été inventées après le XVe siècle. Alors bon, c'est comme si je vous parlais de ces cadrans solaires munis d'une loupe concentrant les rayons du soleil, de façon à ce qu'à midi pile, cela allume la mèche d'un canon, prévenant donc automatiquement tout le monde de l'heure qu'il est. Rigolo! Mais 18e, donc pas médiéval, alors je passe. Mais tous ces cadrans solaires, comme leur nom l'indique, ont un gros défaut. Ils ne fonctionnent que s'il y a du soleil, donc ni la nuit, ni quand il fait gris et pluvieux, ce qui peut arriver parfois en Bretagne, Normandie, dans le Nord, en Angleterre et ailleurs. Hein? Ouais, je suis en manque de soleil là, alors bon, je me venge. Bref, quand il n'y a pas de soleil, autant utiliser une clepsydre. Vous voyez ce que c'est? Une simple jarre percée d'un petit trou qui laisse lentement s'écouler l'eau. Il suffit alors de graduer les niveaux d'eau en fonction de l'heure qu'il est. Il y en a de plus sophistiqués que ça, qui vont même jusqu'à actionner des mécanismes faisant sonner des cloches. Mais en gros, c'est le principe. Facile à construire et à utiliser, il y en a partout, et la plus ancienne qu'on a retrouvée a été découverte à Karnak, en Égypte, et date environ 1400 ans avant Jésus-Christ. Elle peut donner l'heure, une fois bien réglée, mais est aussi utilisée pour des durées, comme les plaidoiries des avocats, les tours de garde, et bien sûr, elle fonctionne la nuit. Oui, mais elle est sensible aux intempéries, et notamment au gel. On ne peut plus l'utiliser l'hiver. Que faire? Réfléchissons. Et si on remplaçait l'eau par quelque chose de fluide, mais qui ne gèle pas? Je ne sais pas moi, tiens, du sable par exemple. Un sablier, finalement, ce n'est qu'une clepsydre améliorée. Les premiers apparaissent sans doute vers le XIIIe siècle, on n'est pas très sûr, mais ils deviennent alors le véritable symbole du temps qui passe, à tel point qu'on le retrouve dans de nombreuses œuvres d'art, et jusqu'au curseur de nos ordinateurs, comme invite à patienter. Parlons aussi de la bougie des heures, si vous voulez. Utilisée surtout dans le cadre religieux, gros consommateur de cierges, c'est un peu le même principe que la clepsydre, sauf que ce n'est pas l'eau qui coule, mais une flamme qui consume la cire de la bougie. Des anneaux réguliers indiquent alors l'heure ou le temps écoulé. Bien sûr, la flamme a intérêt à être régulière et la bougie à ne pas brûler trop vite, ni trop lentement. La cire à ne pas couler sur le côté et on ne peut pas placer la bougie en extérieur sous peine qu'elle ne s'éteigne. Ah oui, et puis aussi, la cire au Moyen-Âge, ça coûte horriblement cher. Mais à part ça, ça marche bien. D'autres outils existent également au Moyen-Âge pour déterminer l'heure. Les astrolabes, utilisés par les marins notamment, qui, à l'aide du soleil ou des étoiles, donnent entre autres la position GPS de l'utilisateur, ainsi que l'heure de lever et de coucher du soleil ou d'une étoile à une date donnée. Mais surtout, et c'est ce qui nous intéresse ici, qui permet de lire l'heure de jour comme de nuit. Il y a aussi un autre instrument qui ressemble un peu et qui fonctionne globalement sur le même principe, le nocturlabe ou nocturnal. C'est quoi ce truc? Eh bien, une espèce d'astrolabe simplifié qui donne l'heure à l'aide des étoiles, la nuit donc, comme son nom le laisse entendre. Autant l'astrolabe est très ancien et date de l'Antiquité, autant le nocturlabe aurait été inventé au Xe siècle par Gerbert d'Aurillac, pape sous le nom de Sylvestre II. Et on a aussi une description par Raymond Lulle au XIIIe siècle. Enfin, on ne va pas se mentir, ça reste des objets difficiles à fabriquer, donc coûteux, et surtout qui ne sont pas utilisés par le premier venu, mais par des experts, marins chevronnés ou savants. Et puis enfin, comme je l'ai dit plus tôt, à partir du XIVe siècle, commencent à apparaître les horloges mécaniques. Les premières n'ont a priori pas de cadran, c'est juste un mécanisme permettant d'actionner cloches et carillons. C'est pour ça en fait qu'on les trouve sur les clochers.
Oh, elles ne sont pas très précises au début. On peut avoir un décalage jusqu'à 1 heure par jour, ce qui nécessite de les remettre à l'heure très régulièrement à l'aide d'un cadran solaire qui, lui, ne peut pas se dérégler. Mais il faut bien comprendre que c'est une véritable révolution, parce que la mesure du temps devient civile et non plus religieuse, comme je l'ai dit, mais aussi parce qu'on adopte des heures de 60 minutes. Enfin, pour ce qui est des minutes, il faudra réellement attendre le XVIIe siècle pour s'en préoccuper, et les horloges à balancier de Christian Huygens. Les premières horloges à cadran n'ont donc qu'une seule aiguille et n'indiquent que les heures. Mais il n'empêche que ce système va rencontrer beaucoup de résistance. Charles V a beau imposer que l'heure légale est celle de l'horloge qu'il fait installer sur le mur du Palais Royal, l'actuelle conciergerie, il faudra attendre plusieurs siècles pour que soit réellement acceptée l'idée que l'heure zéro n'est pas celle à laquelle le soleil se lève, mais que celui-ci peut, selon la saison, se lever aussi bien à 4 heures qu'à 6 heures ou autre, et que donc les horaires peuvent être fixés pour le début et la fin du travail. Cette résistance sera surtout campagnarde, ce qui déjà créera une opposition ville-campagne, voire Paris-Province. Ceci dit, cela va permettre la fabrication de magnifiques horloges, lunaires d'abord, comme à Beauvais en 1305 ou Lyon en 1379, puis astronomiques, c'est-à-dire qui affichent, en plus de l'heure, des informations comme les positions relatives du Soleil, de la Lune, des constellations du zodiaque, mais aussi la durée du jour et de la nuit, l'âge et la phase de la Lune, la date des éclipses, de Pâques et d'autres fêtes religieuses, la date et l'heure des marées, l'heure solaire, le temps sidéral, la date des solstices, une carte du ciel, etc. Parmi les horloges astronomiques médiévales, citons celle de Bourges en 1424 ou Auxerre en 1464. Ce qui est amusant, c'est que pour les plus anciennes, on a la représentation du système solaire selon un modèle géocentrique et non pas héliocentrique. La Terre et non le Soleil au centre de l'univers. Heureusement, Galilée et d'autres corrigeront tout ça. La notion de temps et sa mesure au Moyen-Âge représentent donc un enjeu capital et un symbole très fort d'évolution et de modernité. Mesurer le temps, savoir où se situer sur l'échelle de cette dimension, est peut-être l'une des racines de la civilisation, dans tout ce qu'elle peut avoir de glorieux comme de pervers. D'aucuns diront même que c'est un élément qui nous différencie du sauvage, voire de l'animal. Eux ne se préoccupent pas vraiment du temps qui passe et de l'âge. Est-ce une bonne chose? À vous de voir. Je vous laisse un peu de temps pour y réfléchir.